Bonsoir à tous, bienvenue dans A-Week, toute l'actu Apple en direct. On est mercredi, il est 20h, on est ravis d'être avec vous pour la dernière d'A-Week de la saison, la dernière aussi dans ce studio qu'on occupe depuis 3 ans maintenant dans le 12e arrondissement à Paris, après avoir créé Watch à Boulogne. Alors c'est pas la dernière de Watch ici, mais c'est la dernière d'A-Week, donc forcément ce soir c'est un peu spécial. Je suis très heureux d'être avec vous. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, vous les fidèles au masculin et au féminin d'I-Week. Merci de votre fidélité, merci de votre amitié. Il est là lui aussi avec moi en studio, c'est Frédéric Blaison. Salut Benjamin, comment vas-tu? Ravi de te retrouver, ça va très bien. Ouais. On va passer une heure formidable ensemble. Alors pour 2 raisons. D'abord, on va évidemment parler de l'actu de la semaine, mais ça c'est notre lot hebdomadaire. Et puis je suis très heureux, très heureux d'avoir avec nous voilà, un homme étonnant qui va vous étonner parce que vous ne le connaissez pas. C'est Bruno Rive. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir, de t'accueillir. Je vais te tutoyer d'entrée Bruno, tu veux bien? Allons-y. Allez Bruno, alors si tu es là ce soir, c'est principalement parce que tu prépares la sortie d'un livre qui s'appelle Think Different, The Book. Think Different, ça va forcément vous rappeler vaguement quelque chose, la fameuse campagne Apple orchestré par Steve Jobs. C'est un livre qui va bien plus loin qu'Apple, que Steve Jobs. Je sais que tu aimes raconter ce que tu fais, Bruno, tu aimes parler. En un mot, avant qu'on te retrouve dans quelques minutes, quelle est l'idée de ce livre qui est beaucoup plus global qu'un simple livre sur Steve Jobs? On est bien d'accord, ce n'est qu'un des chapitres. Oui. L'idée, elle est relativement simple, c'est qu'en fait, j'ai travaillé beaucoup dans le médical et ce qu'on appelle les innovations de rupture. Et puis en 2003, j'ai rencontré mon 3e mentor, Minoru Asada à Osaka, qui fait des robots apprenants, on appelle ça la robotique développementale, pour essayer de détecter les troubles cognitifs, et notamment l'autisme et le déni de naissance. Donc j'ai eu cette première piqûre et puis en 2013, je cherchais à donner un peu de sens à ma vie, comme les gens qui vieillissent un peu. Et donc j'ai voulu accompagner des autismes et en utilisant les technologies de Minoru Asada. Et puis de fil en aiguille, ça m'a donné l'occasion d'accompagner beaucoup d'autistes, d'Alzheimer, de dépressifs. Et j'ai trouvé qu'il y avait un socle commun où le numérique peut servir à quelque chose. Et puis pendant ce temps-là, j'avais prévendu un livre que j'arrivais pas à sortir, qui était une biographie, fragment de biographie de Steve Jobs. Et il s'est trouvé que ce que j'ai raconté sur Steve Jobs avait trait à ses problèmes cognitifs, qui étaient d'être un hyper efficient et en troubles secondaires, d'être excessif à la fois dans le bien et dans on pourrait dire un peu dans des extrêmes un peu moins bien. Et donc, j'ai intégré ce projet de livre de Steve Jobs à mon livre sur Think Different. Voilà. Alors, on va évidemment en parler. Ça va constituer une bonne partie de l'émission de ce soir. Vous qui nous regardez, je vous invite dès maintenant à participer, à envoyer vos questions peut-être à Bruno avec le hashtag iWeekTV. On est tous à l'écoute de vos messages. Bruno, tu as presque oublié l'essentiel. Alors, à moins que je l'ai raté, c'est que tu as été pendant 6 ans directeur produit chez Apple. Voilà, exactement. Hein, et tu as donc côtoyé, même plus que ça, Steve pendant plusieurs années, notamment pendant les années pré-Macintosh, le Mac que tu as vu, toi, 2 ans avant son lancement. Ah, on t'a perdu, Bruno. On perdu, oui. Tu es là? Et non, Bruno est... bon, on va retrouver Bruno. On va le retrouver. Pas de Mais on va effectivement, Bruno. Il y a eu un petit kernel. Oui, bon, écoute, c'est pas grave. On est habitué. Pendant qu'on rappelle Bruno, qu'est-ce qu'il y a, Fred? C'est une conversation qu'on a eue avant le direct.
Alors, il devait se passer quelque chose. Ah oui, mais il se passe toujours quelque chose. C'est la force du direct, mes amis. Voilà. Il se passe sur quelque chose. Bruno va nous rappeler. Je me fais aucun souci pour ça. Pendant ce temps, je me tourne vers vous qui êtes aussi en duplex avec nous, les fidèles visages, les habitués d'iWeek, mes complices de toujours ou presque. On va commencer par toi, Audrey. C'est un bonheur de te retrouver. Comment ça va ? Écoute, salut Benjamin, salut à tous, ça va très bien. On est un peu chanceux en Bretagne puisqu'il ne fait pas si chaud qu'ailleurs, donc j'espère que ça va pour vous et puis que l'air frais va revenir. Écoute, je crois que tu fais effectivement partie des privilégiés qui n'ont pas trop chaud aujourd'hui. Ici, c'est exceptionnel, la clim marche. Ah oui. Voilà. Oui. On est très, 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 très vernis avec Fred. En général, quand il fait 40 degrés, il fait Ici, 50 ici. Donc, rien que les projecteurs. Rien que pour ça, on est très, très bien avec vous. Du côté de la Côte d'Azur, comment ça se passe ce soir, Élie ? Écoute, fort bien. Bonsoir tout le monde. Il fait très chaud, mais la clim marche. Donc, pareil. Bon, toi, tu es équipé, mais c'est normal. Toi, tu en as besoin quasiment toute l'année. Écoute, souvent en tout cas. Souvent. Et j'étais particulièrement ému de revoir Bruno en vidéo parce qu'on correspond de temps en temps. Moi, je l'ai rencontré en 1981, donc tu vois, ça fait un paquet d'années. Et lui, il avait vu le Mac 2 ans avant. Moi, je l'ai vu 1 an avant sa sortie. Enfin, non, j'exagère. Allez, 6 mois avant sa sortie, et c'est Bruno qui me l'a présenté. Et c'est assez rigolo parce que une des choses dont il parle dans son livre et dont il va nous parler, qui était le moment où lui a découvert le Macintosh avec Steve Jobs qui le regardait pour voir sa réaction, c'était exactement pareil. Il me l'a présenté comme Steve lui avait présenté, et je suppose qu'il regardait ma réaction. Donc, alors, voilà. On va en parler avec Bruno dans un instant. Je salue aussi François, évidemment. Tu as lâché première pour nous, c'est sympa. Ouais, j'ai fait des infidélités à première. Non, mais moi je vais aller dans le sens contraire d'Audrey. Là, je suis dans ma chambre. Vous voyez, il y a le toit juste au-dessus. Il doit faire entre 30 et 35 degrés. Donc vous m'excuserez si vous me voyez m'éponger régulièrement. T'éponger le front, mais aucun problème. Écoute, on est entre nous. On est entre nous. Je vous rappelle qu'on est diffusé sur les box. Orange Canal 222, Free Canal 239, Bouygues Canal 137. On est aussi sur Dailymotion. On est aussi en replay, bien sûr, sur le site de Watch. Et en podcast, Apple Podcast pour l'audio et la vidéo, et Google Podcast et Spotify pour la version audio uniquement. Alors avant qu'on se tourne vers Bruno, qu'on va retrouver dans quelques minutes, je voudrais quand même qu'on dise un mot de l'actu du jour et même l'actu du soir avec une dernière minute qui est tombée cet après-midi. Élie, ça concerne l'Apple Watch et ça concerne SFR. Dis-nous tout. Eh bien, écoute, à la grande surprise générale, SFR a annoncé tout à l'heure qu'il supportait maintenant la eSIM de l'Apple Watch à compter de tout de suite maintenant. Et ils se sont alignés sur les prix d'Orange. Donc, l'abonnement, grosso modo, va coûter une dizaine d'euros, mais il y a 3 mois gratuits. Et donc, les utilisateurs SFR... Oui, pardon ? Non, je disais, l'activation est à 10 euros. Ah, pardon. Et l'abonnement mensuel est à 5 euros par mois. Il y a 3 mois gratuits et l'activation est gratuite jusqu'à mi-août, je crois. Ils ont remis un petit peu de temps, mais tout doucement, les choses commencent à s'ouvrir du côté de l'Apple Watch pour Apple. 2 seulement. Presque 2 ans. Hein. Oui, tout à fait. D'où la réaction tout à l'heure. C'est bon, maintenant qu'il y a Orange et SFR, mais que font Bouygues et Free ? Est-ce que c'est pas plutôt... Mais que font-ils ? Est-ce que c'est pas plutôt dû au process de certification d'Apple ? C'est-à-dire que des fois, ils vont à la ligne de code près et sur certaines applications. Donc, je suppose que dans ce genre de projet, Apple est très tatilleux pour la mise en place de ce genre de... Probablement oui, probablement. Mais moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on en a parlé dans iWeek, Xavier Niel a dit « Nous, ça ne nous intéresse pas, il n'y a rien en cours, à moins qu'il nous fasse une SFR bis et qu'il soit quand même en train de le faire sans le dire. » Parce que si tu as 2 des grands acteurs qui supportent l'Apple Watch, et Bouygues pourrait le faire derrière,
si Free est le seul qui ne la supporte pas, il risque de perdre beaucoup de clients, à commencer par moi, parce que moi, je vous rappelle que j'ai changé de banque parce que la mienne ne supportait pas Apple Pay. Hein, donc, je suis capable de changer d'opérateur parce qu'il ne supporte pas l'Apple Watch. Hein. Moi, je suis comme ça. Hein. Mais quand je dis qu'Apple est tatilleux, je vais te donner un exemple très pratique. Justement, avec Orange. Orange vient de lancer un produit qui s'appelle Maison Protégée, qui permet d'installer une télésurveillance avec alarme à la maison. Et ils travaillent en partenariat avec Groupama. Et bien sûr, pour le piloter, ils utilisent des applications donc pour les téléphones mobiles, Android et iOS. L'application Android est disponible. Par contre, celle Orange pour iOS n'est pas disponible pour une raison toute bête, c'est que l'application Groupama et l'application Orange sont identiques. Il n'y a que les couleurs qui changent. Et Apple a rétoqué celle d'Orange parce que le code est le même que celui de Groupama. Donc Orange est obligé de faire quelques petites adaptations dans le code pour que l'application passe la certification iOS. Donc j'imagine que peut-être que Xavier Niel est de bonne foi quand il dit qu'il n'a pas pu ou ça ne les intéresse pas, mais il y a quand même derrière beaucoup de travail avec le R&D. Et le R&D d'Orange est vraiment très très performant et très à la pointe des choses. C'est vrai. Est-ce que c'est pour ça que l'application Navigo fonctionne ou va fonctionner sur Android et pour l'instant pas sur iOS? Parce que tous les Parisiens qui se déplacent en métro, ils vont être très embêtés s'ils ont un iPhone. Non. Là, dans l'exemple que je te donnais, c'est 2 applications iOS. Une application Groupama et une application iOS Orange. Car en fait, ils sont partenaires et ils proposent tous les deux le même service en fait. Donc c'est à la base le même développement et les 2 applications sont pareilles. C'est comme si tu changes le skin par-dessus en fait. C'est-à-dire que tu mets du vert d'un côté, tu mets de l'orange de l'autre et puis voilà. On a perdu Audrey. Elle a amélioré sa connexion, mais du coup... Je pense que le studio est en train de nous faire un petit peu de vague à l'âme. Et il est en train de nous dire qu'il veut pas. Que bientôt les vacances. Pour rajouter une information en plus, SFR a annoncé aussi qu'il lancerait des forfaits compatibles avec la eSIM des iPhone XR et XS pour le mois de septembre, logiquement aussi. Donc ce sera le deuxième opérateur après Orange à activer la eSIM des nouveaux iPhones. Enfin, alors, les amis, des nouveaux anciens iPhones. On a perdu Audrey, on a perdu Bruno. On n'arrive pas à recontacter Bruno, donc j'espère que Bruno va se rendre à nouveau joignable, parce que pour l'instant, ça ne passe plus. Et Audrey, j'espère qu'Audrey va se reconnecter. Merci d'avoir tenu la boutique pendant quelques instants, mon cher Fred. Exercice très plaisant. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler un peu l'actu de la semaine, et puis on va garder, entre guillemets, le meilleur pour la fin. C'est-à-dire j'espère qu'on va retrouver Bruno pour la deuxième grosse partie de cette émission, pour qu'on discute avec lui de son bouquin et de ses 6 années chez Apple. Parce que ça vaut quand même son pesant d'or, hein, de sa rencontre avec Jobs au moment qu'il a vécu à Paris avec Jobs et François Mitterrand pour essayer de vendre le Macintosh dans les écoles. Vraiment, je vous conseille de ne pas bouger. Alors, on va continuer avec l'actu de la semaine. Après SFR et l'Apple Watch. Moi, je retiens un truc de l'actualité. Oui. Un MacBook Pro. Ouais. Non. Il fallait pas en parler. C'est pas la bonne. Si, bien sûr que si. Non, mais parce que si tu retiens ça, tu vas être déçu. Pourquoi ? Parce qu'Apple va enfin, il semblerait qu'Apple va enfin... La petite sonnerie, c'est le autographe. Tout va bien. Je t'ai pas entendu, Elie. Je vais te l'expliquer dès que la sonnerie ça marche. Arrête. Voilà. Sinon, on danse. C'est la dernière en même temps. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche toujours pas. Bon, c'est pas grave. On dansera à chaque fois qu'il y aura la musique. L'année prochaine, Paul Dance. Allez, retentez votre chance. Vas-y, Elie. Qui vous soyez, si vous appelez, recommencez, on va décrocher. C'est promis. Alors, je sens que l'émission part en cacahuète. Mais non. Et pourtant, on a tout préparé. Hein. On va tomber sur Nicolas Sarkozy. Et on se disait, un quart d'heure avant de démarrer, n'est-ce pas François, on a tellement connu ça souvent,
Tout va bien, Tout va bien. c'est pas normal. C'est pas normal, non. Donc, C'est vrai. rien n'est grave. Alors pourquoi Que du bonheur. Voilà. Tu disais, Alors, la nouvelle de la semaine, Fred, Pour moi, c'est la quoi nouvelle de la semaine, c'est le nouveau MacBook Pro, qui, soi-disant, sortirait en septembre. Ah, c'est pas une nouvelle, Oui, Soi-disant. c'est une rumeur. oui, soi-disant. C'est une rumeur, Donc, oui, c'est c'est une vrai. rumeur. C'est une rumeur. C'est Mais une rumeur. Alors, pourquoi Et avec suffisant un prix, pour attirer mon envie. bien sûr. Alors, dites-nous de quoi il Mais s'agit. non. On en Ouais, a en fait, un peu bon. parlé déjà, de ce fameux Alors, 16 pouces. C'est à 16 pouces, oui. Oui. Alors, d'après les rumeurs, ça serait un 16 pouces, mais, c'est là où il y a le mais, Ah. ça serait donc un écran LCD et non pas OLED, comme on avait dit précédemment. Ouais. Et deuxième mauvaise nouvelle, la résolution serait de 3072 par 1920. Allez savoir pourquoi, parce que c'est une résolution qui n'existe pas. Enfin, si, Apple l'a inventée pour nous, mais normalement, c'est une résolution qui n'existe pas. Et pourquoi est-ce que je suis un peu déçu? Parce que le MacBook actuel 15 pouces a déjà une résolution de 2880 par 1800, donc Ouais. qui est assez proche de celle-là. Et en même temps, tous les grands constructeurs de PC, donc à savoir Asus, à savoir Dell, ont déjà annoncé, mais pour une disponibilité quasiment tout de suite, pas septembre, des produits qui sont OLED et qui sont 4K. Donc, je me dis, mais pourquoi? Moi, j'étais sûr qu'Apple allait suivre avec un tout petit peu de retard, mais dans la vague, et qu'on aurait un 16 pouces OLED 4K. Eh bien non. Donc, grande déception. Après, peut-être qu'il a un super pros, peut-être qu'il va être très bien, tout ça, mais pourquoi pas 4K? Pourquoi? Je suis effondré. Justement, ce qui m'a intrigué dans cette rumeur, c'est le fait qu'il est marqué qu'ils allaient préserver les mêmes architectures que les derniers MacBook Pro. C'est-à-dire qu'en gros, les gars changeraient simplement le design case, rajouteraient éventuellement un écran OLED, et c'est tout. Mais non, LCD. Un peu, oui, non, mais j'ai compris, mais c'est d'après la rumeur. Ah oui. Ça me paraît un petit peu louche. Mais visiblement, il se prépare quelque chose. Bon, et puis le tarif. J'ai une bonne nouvelle. Le tarif sera assez prohibitif. Attends, il a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Écoute, Benjamin. La bonne nouvelle, c'est que Bruno est de retour. Ah. Bruno, es-tu avec nous? Welcome back. Alors, on ne t'entend pas. Peut-être actionner le micro. Esprit de Bruno. Alors, on ne t'entend pas, Bruno. Si tu mets 3 ans pour écrire un livre, il faut que tu actives ton micro. Le micro n'est peut-être pas activé, oui. Alors, on va y arriver. On est en direct. On Tout y va va. bien. Voilà. Bruno est là. Ah, Et on est sur un Mac. mais on n'entend pas. Puisqu'on a Voilà. un dock. Ouais. Mais on ne t'entend pas, Bruno. Alors, tu sais quoi? Je vais essayer de faire de la magie. Oula. Bah oui. Oui. Et peut-être qu'on t'entendra. Sinon, d'autres nouvelles dans l'actualité? Parle-nous, Bruno. Il y en a plein. Est-ce que Alors, vous il y a m'entendez là? Ah bah voilà. Oui. Bonsoir, Bruno. oui. D'accord, Salut. bon alors, on va faire comme ça là. Voilà. C'était un malheureux kernel panique. Là, c'est la machine qui Donc était là, pas vous contente. m'entendez? Très bien. La machine a pas Ah bah voulu parfait. que- Ben, en fait, il suffisait de prendre un mobile. Et j'aurais pas dû m'installer sur Windows parce qu'à un moment donné, c'est parti en cacahuète. Ça Mais fait parce des que ans. Windows m'aime pas depuis le début. Écoute, Et l'important, voilà. c'est qu'on t'ait retrouvé, Bruno. Je suis très Bah, heureux génial. d'être de retour. Et ça a son charme, la connexion sur un mobile. Voilà. Si tout va bien, on a aussi Audrey qui est revenue. Est-ce que tu nous entends, Audrey? Ah bah. J'étais pas seul, mais je ne suis pas parti avec elle parce que moi, je suis donc dans le sud-ouest On a et en cru- Bretagne. On a cru un moment que vous partiez tous les deux, mais bon. Audrey, est-ce que tu es là? Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va faire encore une petite danse pour qu'Audrey soit avec nous. Audrey, si tu nous entends, tu peux rappeler sur le même numéro. Pendant ce temps-là, on va commencer à discuter avec Bruno. On a un peu meublé, Bruno, pendant que tu étais parti, mais c'est pas grave. On est J'ai très- compris. très- Je m'en doutais, Ce sont les charmes du direct, mon cher Bruno. mais je sais. Alors, pour pas perdre de temps, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle de Steve Jobs, donc avec lequel tu as travaillé, qui t'a énormément inspiré, si
si je comprends bien les pages de ton livre que j'ai lu en avant-première, puisque ce sont des épreuves et que tu es encore en train de faire plein de mises à jour. La sortie est pour quand d'ailleurs? On va le dire tout de suite peut-être. Alors, en fait, il est déjà sorti pour les machines. Parce que c'est un peu étonnant, mais il faut savoir que certainement maintenant, plus de 90% de notre communication est digérée par des machines pour être traduite à finalement des internautes ou à d'autres. Bruno, alors on a l'image, oui, mais le son est épouvantable. Oui. Alors comment? Alors, je pense qu'il faudrait que tu branches un petit casque micro, quelque chose, parce que là... Oui, mais alors malheureusement, quand je branche le casque, et que il se passe quelque chose. Alors, on va essayer un autre casque. Bruno, oui. Et je te propose de poser l'appareil que tu tiens entre tes mains, de le poser, parce que le fait qu'il bouge, comme tu le sais, fait que l'image est recalculée à 100% pour 25 fois par seconde, et forcément, on perd du débit sur le son aussi. Voilà. D'accord. Mais au niveau du son, c'était pas possible. Alors, je vais mettre comme ça, je suis sur là. Donc, vous n'entendez pas le son, là. Alors, parle-nous un petit peu. Voilà, on va y arriver. Oui, alors voilà, là, j'ai posé l'appareil. Ouais. C'est mieux. Vous m'entendez? On t'entend. C'est mieux. Là, on t'entend. Oui, c'est mieux. On est bien. Alors, on parlait donc de cette rencontre avec Steve Jobs. Est-ce que tu peux... Oui, alors pour le livre, donc c'est une édition assez originale, c'est qu'on est dans une matière qui évolue, il y a des ruptures continuelles. Donc sortir un livre qu'on préimprime à des milliers d'exemplaires et qui sont faux le lendemain, pour la plupart des livres sur nos sujets, n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, avoir un livre imprimé a l'intérêt parce qu'on peut marquer certaines pages et puis il y a quand même des sujets il y a des schémas mieux dans le livre. Bruno, le son, pour répondre à ça. Le son, c'est pas audible. C'est pas audible. Je te propose de te déconnecter. Ah bon, d'accord. Je te propose de te déconnecter et de te. Alors je vais rappeler depuis Windows. Je te propose de te déconnecter, de te reconnecter. Voilà. Alors je vais changer de machine. Ouais, par Allez, exemple, continuez, je reviens. C'est pas une mauvaise idée. Alors attends, parce que moi, je vais retrouver mes petits, pas de souci. On avait donc parlé d'Apple Watch. On va revenir à l'actu, puis on viendra à Bruno. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Mais le temps passe, il est déjà 20h25 et on perd du temps. Ça m'embête parce que c'est vraiment... bien avec les petites danses. Je cumule là sur l'Apple Watch. Ce soir, il va être content. Très bien. Beaucoup de calories, c'est pas mal. Tu fais monter tes petits cercles d'activité, c'est parfait. Ouais, j'en ai besoin. Un mot des bêtas publics, les amis, de macOS Catalina, d'iOS 13, qui sont sortis, qui sont dispo désormais. Donc, plus besoin de compte développeur pour les télécharger. Mais attention. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Sauvegarde. Non, pas sur machine principale, toujours. François. Non, pas de machine principale. Voilà. François, redis-nous les gestes importants à observer. Les gestes qui sauvent. Exactement. Déjà, faire des sauvegardes d'office régulièrement. Et la deuxième chose, c'est éviter d'installer les bêtas sur des machines qui vous serviraient dans le cadre de votre travail. On installe toujours ces bêtas soit sur du vieux matériel qui serait encore compatible, ou alors éventuellement sur des partitions différentes. Mais absolument éviter de le mettre sur des machines de production. Ouais, dommage. Dommage. Non, mais je vais vous faire hurler. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des je ne les ai pas installés. Il y a des retours. Il y a des bugs. Ouais, je voyais encore sur mon iPad ce soir, mon iPad Pro, le tactile. J'étais sur un site, je slidais, ça slidait plus. Les applis quittent inopinément. Il y a des applications qui sont plus accessibles. Donc, clairement, ne vous précipitez pas sur les bêtas publiques. C'est pas parce qu'elles sont disponibles qu'il faut les installer. Je vais vous donner un petit exemple à nouveau. Je ne peux plus à la maison vider ma corbeille. Ah. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais c'est un peu... Non, en fait, j'ai des fichiers iCloud qui sont de je ne sais où. Ils sont là, mais quand je veux les effacer, Madame Catalina ou Monsieur Catalina, il ne veut pas. Il me dit je veux pas. Et j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé le terminal et tout. Et je dois bien avouer que la structure de macOS Catalina, ça va faire... ça va poser des problèmes à 2-3 personnes. Bon, donc attendez, ne vous précipitez pas. Surtout pas avec votre Mac
de travail, Mac perso. Voilà. Si vous avez une deuxième machine qui vous sert en même temps, à rien, allez-y. En même temps, sans aucune prétention. Vous êtes prêts à... Oui. Bon. Sans aucune prétention. Je pense que c'est Audrey. C'est un peu mon quotidien, ce genre de choses. Bon, donc prudence les amis. Ne faites pas comme moi. On refait un nouvel essai avec Bruno. Bruno, est-ce que tu nous entends? Est-ce que nous on t'entend? Alors moi je vous entends. Eh ben, ça m'a l'air bien là. On est bien. Alors donc je reprends le fil sur pourquoi cette édition. Donc il y a une première édition qui est sortie pour les machines. Alors, pour les machines, il y a une édition. Explique au commun des mortels. Alors c'est très simple, notre communication, elle est digérée mettons à 90% par des machines. C'est-à-dire qu'en fait, les machines, les moteurs de recherche, de recommandation, analysent tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on écrit pour pouvoir le restituer aux internautes qui s'intéressent à nos sujets. Oui. Donc maintenant, quand on écrit, que ce soit pour de la pub ou que ce soit des blogs ou des choses comme ça, on doit penser d'abord aux machines, parce que si on est mal indexé par les machines, on n'est pas retrouvé par les internautes. Ouais. Donc depuis 5-6 ans, les marques se demandent que l'univers sémantique, c'est un peu savant de dire ça, va être tel qu'on peut retrouver l'information par le questionnement des internautes, et pas en donnant l'information, en disant « tiens, je parle à des humains ». Mais les machines, elles raisonnent un peu différemment parce qu'elles ont besoin de retraduire ça pour des gens qui peuvent avoir des univers sémantiques différents. Il y a quelqu'un qui va... Par exemple, moi j'avais fait une étude pour une marque qui fait des codes à barres. Elle communiquait toujours en parlant de code à barres, mais en fait l'internaute il cherchait flash code, donc il n'y avait aucune chance que de trouver les articles sur les codes à barres. Et c'est vrai pour toutes les matières. Et maintenant, ça devient vrai pour le livre. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, bien sûr qu'on peut penser à l'humain qui va le lire, mais maintenant, l'humain, quelquefois, il va picorer ce livre en passant par l'Internet qui va lui donner l'information qu'il y a ça dans un livre. Donc, il faut commencer dans... Pardon? Oui. Non, je t'écoute. Oui, donc il faut commencer un livre en se disant comment les machines vont le digérer pour pouvoir bien le retraduire à ces gens dans le monde entier, donc en multilingue, qui vont s'intéresser dans mes sujets aux troubles cognitifs, par exemple. Et les deux... Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu du SEO appliqué à l'édition? Pardon, mais... Oui, on peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire comme ça. Alors, c'est plus que du SEO, parce que le SEO, c'est plutôt l'indexation. Nous, on parle à des intelligences artificielles maintenant, c'est-à-dire que les machines gèrent plutôt des univers sémantiques, et pas simplement des termes ou des mots-clés simples. Il faut être dans l'univers sémantique des gens qui vont pouvoir retrouver l'information. Donc ça a été la première étape, c'est d'essayer de concevoir le livre pour que quelqu'un, je ne sais pas, qui se dise « Tiens, ma grand-mère décartonne un peu en tapant ça dans un moteur de recherche, il tombe sur un chapitre qui parle d'Alzheimer, par exemple. Okay. Bruno, ou alors, oui. Je vais t'interrompre souvent parce que je sais que quand tu commences, tu peux faire 10 minutes. Exactement, c'est pour ça que j'ai une jolie petite bracelet montre qui est connectée sur une IA, et normalement elle vibre dès que je parle plus de 5 minutes. Ah ben non, 5 minutes, règle-la sur 45 secondes, ce sera plus mieux. Ah, musique. Alors Bruno, il faut faire la petite danse quand il y a la musique. Alors la seconde cible, c'est les différents, parce que j'écris d'abord pour des gens qui sont différents. Oui. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. La musique d'ambiance. Je sais pas qui fait ça, c'est pas nous, hein. Voilà. C'est Audrey. C'est Audrey. Voilà, elle est avec nous. Voilà, tout va bien. Alors la seconde cible en prioritaire, c'est les différents, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des schémas de pensée, comme Steve Jobs, qui sont des schémas de pensée où la réalité, quand ils sont en face d'une réalité de neurotypique, ils ont des problèmes, mais entre eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème à naviguer dans des matières qui sont très très différentes, de faire des zooms, et donc, je l'ai déjà vu parce qu'on les teste sur eux, ils lisent le livre d'une manière très différente, c'est-à-dire qu'ils vont foncer en détail sur, par exemple, une partie du chapitre de Jobs, ils vont remontrer en dézoom et puis ils vont repartir sur un autre. Donc c'est un type de lecture qui leur va très bien. Le plus difficile, c'est le neurotypique, parce que le neurotypique, il a un schéma de pensée qui est généralement analytique, c'est-à-dire il veut commencer le livre au début et le terminer à la fin.
Et dans nos matières, c'est un peu difficile. Alors les neurotypiques qui lisent normalement le livre, ils le gardent un peu en livre de chevet. Moi j'ai un livre sur par exemple la robotique développementale, je l'ai en chevet pendant 1 an. Je ne le lis pas du début à la fin en 3 jours. C'est pas possible. Il y a des schémas, il y a des clés, des pistes qu'il faut suivre. Mais les remontées de neurotypiques en ce moment nous font dire qu'il faut les aider un peu et on va mettre en tête de chacun des chapitres ce qu'on appelle des hashtags qui vont leur dire si vous attaquez le chapitre, ça va être Alzheimer, déni de naissance et différences culturelles par exemple, parce que là Bruno, il est un peu perdu. Oui. Bruno, alors on va aller à l'essentiel parce que bon, on a qu'une heure qui a été un petit peu rabotée, bien sûr, donc on va en profiter. Je voudrais préciser que depuis 2013, tu accordes énormément d'intérêt à l'autisme et aux troubles cognitifs, c'est comme ça qu'on dit maintenant, je crois. Alors en fait, ce sont des différences cognitives, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de maladie, il y a un certain nombre de différences cognitives qui ont un tronc commun, et surtout un tronc commun vis-à-vis de l'aide que le numérique peut leur apporter. Donc jusqu'à janvier dernier, j'ai aidé les grands comptes à intégrer les innovations de rupture. Ça leur donnait des idées de nouveaux modèles économiques ou que ce soit. Et depuis janvier, je ne le fais plus que pour les différents cognitifs. Alors c'est très large, hein. Ça va Oui. On ne va pas faire l'émission sur le sujet des cognitifs, même si c'est très intéressant, mais je voulais juste le préciser parce que c'est très important pour comprendre ton parcours. On a bien compris que ce livre, alors que tu n'appelles pas un livre d'ailleurs, mais un néolibri. Oui, parce que c'est un nouveau livre, c'est-à-dire la Renaissance. C'est moi qui parle. Autrement dit, un livre numérique interactif. Tu dis d'ailleurs, dès que le monde s'y sera habitué, on l'appellera livre. Donc c'est peut-être une vraie révolution dans la manière d'écrire aussi. Je voudrais qu'on revienne sur cette aventure que tu as connue chez Apple. Raconte-nous ta première rencontre avec Steve Jobs. Alors, c'est relativement simple parce que je fais des rencontres comme ça tout le temps. Des gens un peu différents ont un rapport fusionnel pratiquement immédiat parce qu'ils voient bien qu'ils sont dans des schémas de pensée un peu différents. Et donc, moi, j'étais dans une structure en France, Apple n'avait pas de filiale, qui s'appelait Sonotech et qui était le distributeur Apple de l'époque. Ça rappelle quelque chose à Elie. Oui, bien sûr, parce que nous, on achetait nos machines chez Sonotech, la famille Zimray. Donc, exactement. Et Georges Zimray, le père, m'avait donné une chance. Moi, j'étais j'avais réussi à faire un salto arrière en dernière année d'études en Bac+5, mais sinon, c'était quand même pas terrible comme niveau d'études. Et j'avais rencontré la machine à cette occasion-là, qui était un ordinateur de la fac. Mais surtout, assez vite après, j'avais rencontré l'Apple II. Et donc j'étais chez Sonotech, Steve Jobs venait de toucher ses premières actions, il devait avoir 240 millions de dollars sur son compte. Et puis il y avait la cohorte des journalistes, des VIP, etc. Il était à Paris. Il était à Paris, il visitait Sonotech. Et puis quand il m'a aperçu, il est venu s'asseoir à côté de moi et puis il a commencé à m'expliquer la stratégie qu'il voulait faire chez Apple. Et on a gardé ce contact. Après, j'allais à Cupertino quand je travaillais chez Apple. Et donc, on a gardé ce contact, mais qui existe, je vois, très très souvent maintenant entre gens un peu différents, quoi. Donc j'étais pas aussi différent que Jobs, mais j'étais quand même un peu différent. Et à ce moment-là, on s'entend tout de suite bien. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors on va continuer l'histoire, Bruno. Avant, à propos de la différence, je voudrais juste qu'on regarde ensemble ce spot que personne n'a oublié. Regardez. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Voilà, c'est évidemment, je pense, la campagne qui a marqué Apple, avec évidemment le spot de lancement du Mac et la référence à Orwell. Tu étudies dans ton livre. On a toujours des frissons quand on la regarde. Toujours. Toujours. D'autant plus que c'est la version avec la voix de Steve Jobs lui-même. Bien sûr. Ce n'était pas la voix officielle de la pub. Là, c'est vraiment la version avec la voix de Jobs. Donc, oui, avec Fred, on a effectivement. Ouais, un petit peu de frisson. On a la chair de poule. On a tous la chair de poule. En quoi est-ce que ce clip, les génies que Jobs a choisis, en font, on va dire, une référence absolue pour toi? Mais d'abord parce que Jobs, il a failli quand même aller en tôle. Normalement, il devait finir en tôle, parce que son dernier exercice de... Pardon? Ça commençait mal, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, son dernier exercice, ça a été de trouver avec un collègue à changer les combinaisons de tous les vélos de l'école. Et donc, à la sortie des cours, plus personne ne pouvait partir avec son vélo. Donc... ça a commencé comme ça, oui. Il était vraiment, non mais tout le temps comme ça, donc à inventer des trucs comme ça, et puis il tombe donc sur une dernière chance, c'est qu'il était donc avec un autre avec lequel il faisait ses trucs, et puis le proviseur dit, la nouvelle année, on les sépare tous les deux, et Jobs se retrouve dans une classe où il se fait remarquer par une maîtresse, un professeur qui se dit, ce type-là, et il doit y avoir quelque chose, donc il lui propose... il lui dit, si tu fais un exercice de maths pour demain matin, tu auras $5. Et le lendemain, Jobs, évidemment, a fait son exercice. Et la femme, au lieu de lui donner, le professeur lui donner les $5, comme ça, lui dit, écoute, tu vas prendre ces $5, tu vas aller chez Fry's. Fry's, c'est un magasin qui existe toujours d'électronique en Californie. Et à l'époque, on pouvait acheter tout en kit. On pouvait faire un magnétoscope en kit, une télé, enfin... Et Jobs, à ce moment-là, a acheté de quoi faire un fréquenceur, je sais pas, un fréquence-mètre. Il lui manquait des pièces et le dimanche suivant, il prend son téléphone, il appelle Packard, de Hewlett Packard, il lui dit moi je manque de pièces. Donc imaginez un gamin de 12 ans qui appelle Packard. Le PDG, ouais. Pardon? Il appelle directement le PDG chez lui. Et puis c'est pour ça qu'après il a dit si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Donc lui, s'il n'avait rien demandé, il n'aurait rien eu. Puis évidemment, le PDG lui dit passe lundi, on a des pièces de fréquenceur à plus savoir qu'en faire. Et puis voilà comment ça s'est orienté. Donc Jobs a toujours gardé en tête cette histoire de différence, parce que lui, c'est un haut potentiel, un hyper efficient, comme je les appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est très efficace à la fois pour faire très bien, mais aussi pour faire très mauvais. On peut être très efficace et créer moi, j'ai créé des boîtes qui ont été à la catastrophe parce que j'avais beaucoup d'idées, mais très efficaces pour aller un peu dans le mur. Et il y avait donc des talents extrêmes qui étaient à la fois ce qu'on compare un peu à de la bipolarité, c'est-à-dire de l'hypomania, et puis aussi de la dépression. Alors à chaque fois, il a eu des femmes qui l'ont aidé à passer le cap. Alors il y en a une, on n'en parle pas beaucoup parce que à l'époque de sa biographie, il avait sans doute pas envie qu'on en parle trop, c'est John Bess. Il a vécu pendant 4 ans avec John Bess et ils sont séparés parce que John Bess ne voulait pas d'enfants. Mais je pense que si elle avait voulu des enfants, il serait resté avec elle. Et puis après, au niveau professionnel, c'était Jonah Hoffman qui était la seule à lui tenir tête, en lui disant non, t'annonces aux gens que ça va prendre 3 mois, en fait ça va prendre 2 ans, et il ne contestait pas l'autorité de Jonah Hoffman. Donc je pense qu'il est resté, quand il est revenu chez Apple, il a fait cette campagne. Il y a que, je cite dans mon livre, il y a que des gens qui sont dépressifs, suicidaires, y compris Gandhi. Donc il y a que des gens comme ça. Il a profité de cette campagne pour en faire des posters qui sont allés dans toutes les écoles californiennes pour dire aux gens, il y a une différence, il y a des gens qui sont différents, et il faut en profiter, les respecter. Tu dis on les a encore dans nos salles info. Pardon Non, je dis dans nos salles informatiques, on a encore 3 ou 4 posters de la campagne. Extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Tu dis que la campagne Think Different, c'est vraiment la promotion de la différence, c'est ça? C'est ce qu'a voulu faire Jobs. Jobs, quand il racontait ça, c'est vraiment on est différents, il faut des différents, et maintenant ça se vérifie au niveau des nouveaux mondes numériques, parce que les seuls qui arrivent vraiment à s'en sortir vraiment très très bien là-dedans sont des gens qui ont des schémas de pensée qui ressemblent à des réseaux de neurones et non pas qui sont analytiques. Et là, on trouve en premier lieu les autistes non verbaux.
donc qui n'ont pas été pollués par faire semblant d'être un neurotypique. Et là-dedans, on trouve des intelligences supérieures, mais on les trouve aussi chez les bipolaires en phase d'hypomania, on les trouve aussi chez certains schizophrènes, c'est-à-dire des gens qui ont des schémas de pensée qui leur permettent maintenant de donner les bonnes règles pour les intelligences artificielles, de les concevoir. Alors, il y a encore, c'est pour ça que le livre a pris du temps, c'est qu'il y a encore quelques mois, je pensais que la place ne serait donc que pour des gens différents, mais en fait, ces schémas de pensée, on peut former des neurotypiques à les utiliser en fait. Donc il y aura certainement des écoles, des formations sur comment on a des schémas de pensée qui sont comme ceux des différents extrêmement intelligents. On peut former, comme un très bon prof de maths peut former un élève qui n'est pas bon en maths et qui devient très bon en maths. Bruno, quand on lit votre biographie, on lit ces mots, ambition personnelle, l'autre, ambition professionnelle, créer, rétablir, entretenir le lien avec l'autre grâce aux nouvelles technologies. Racontez-nous quand vous découvrez le Mac pour la première fois, c'était bien avant tout le monde, alors qu'on entend Brother in Arms, hein, le morceau. Extraordinaire, extraordinaire. Si vous écoutez John Baez, vous écoutez la campagne Think Different, parce que dans sa chanson, elle dit il y a beaucoup de monde. De monde à vivre, hein, d'univers. Nous, on a envie d'embrasser tous ces univers, mais en fait, on ne nous en propose qu'un, et dans lequel on se sent mal. Donc, c'est la chanson phare de John Baez, c'est celle-là. Donc, d'ailleurs, à propos, j'y pense maintenant, mais il y a des paroles de cette chanson qui ont longtemps constitué le à propos de TextEdit, la production de texte sur Mac, et ces paroles, un jour, ont disparu. C'était après la mort de Steve, j'imagine? Non, c'était un peu avant. Je pense que Jobs a décroché à un moment donné. D'abord, il n'avait plus de ce que j'appelle une TA dans mon livre, c'est-à-dire une Joanna Hoffman capable de le contrer. Donc, il y a eu à ce moment-là des différences qui sont quelquefois pitoyables. Par exemple, Jobs savait que la marge de l'iPhone, c'est la différence de salaire entre les ouvriers chinois et américains. Donc il le disait que si il faisait fabriquer aux États-Unis, Apple perdrait de l'argent. C'était pas son genre. Normalement, il n'aurait pas dû faire des choses comme ça. Quand on voit, bon, là, je fais pas de l'Apple bashing, mais le marché de l'éducation, qui était le marché phare d'Apple, est perdu aux États-Unis. Pour un truc qu'Apple aurait dû faire, c'est un Chromebook à 249 €. Moi, je devais remplacer mon MacBook Air. Finalement, j'ai pris un Chromebook à 249 € qui me va très bien. Alors, il se trouve que Google m'aime bien et j'ai maintenant un Pixelbook qui est le haut de gamme. Mais celui à 249 € me va très bien parce que derrière, il y a des serveurs absolument monumentaux de Google qui font évidemment des calculs beaucoup plus rapides que n'importe quel laptop. Et je pense qu'à un moment donné, Jobs a laissé tomber un peu tout ça, puis il était malade, et puis voilà. Bruno, revenons sur la création du Mac. Vous avez travaillé dans le fameux labo surmonté du drapeau de pirate à Cupertino. Racontez-nous comment vous êtes arrivé là déjà, et puis racontez-nous aussi comment vous avez découvert le Mac pour la première fois grâce à Jobs qui vous l'a montré en avant-première. Alors donc cette espèce de de relation instantanée qu'on peut avoir avec des gens comme Jobs, moi je le compare, si vous voulez, quand on est petit, le premier jour d'une nouvelle année, on a une nouvelle amie ou un nouvel ami. Donc quand on arrive à la maison, j'ai une nouvelle amie, elle est extraordinaire, évidemment tout est parfait. Et ça c'est une relation qui est très fusionnelle, instantanée. Et quand on a là avec quelqu'un, elle est transitive, c'est-à-dire si vous l'avez avec Jobs, vous l'avez avec Joanna Hoffman, parce que quand vous arrivez là-bas, le fait que vous l'ayez avec quelqu'un, vous l'avez avec l'autre. Donc moi j'ai été introduit, j'appelle ça dans le Saint Dessin, par Joanna Hoffman, qui m'a dit tu peux venir et on va te montrer des choses. Et je crois que c'était début de 82. On fait rentrer, alors il y avait Jobs qui observait, il était toujours dans un coin et puis regardait la réaction des nouveaux entrants dans la pièce. Il y avait une espèce de machine qui avait déjà la forme du Macintosh, mais il y avait 2 lecteurs d'Apple II à côté, donc c'était quand même assez drôle. Et là, il y avait un échiquier en 3D et il y avait Alice qui sautait de case en case pour éviter les cases qui s'ouvraient. Et là, c'était quand même sidérant parce que maintenant, évidemment, on trouve ça banal, mais à l'époque,
les machines ne savaient pas faire ça, quoi. Elles ne savaient pas avoir un jeu comme ça. Vous appuyez sur un bouton de souris, il y avait le chat d'Alice au Pays des Merveilles qui sortait. Et ça, c'est un truc qui est toujours dans mon cerveau, en 3D, un peu en diagonale, je pourrais le représenter. Il est complètement gravé, complètement. Et Jobs jubilait. Il jubilait parce qu'il voyait que toute personne qui passait était complètement fanat de ça. On était complètement aspiré par ça. Mais du coup, vous aviez quel statut, quelle fonction moi, je m'occupais de préparer le lancement du Macintosh en France. Donc, on passait beaucoup de temps à Cupertino pour préparer des choses. Alors, moi, j'avais vu que le lancement aux États-Unis avait été un peu médiocre parce qu'il y avait très peu de logiciels. Donc, les Américains avaient dit, les journalistes avaient dit, la machine ne sert à rien, il y a 3 softs. Mais on avait 3 ou 6 mois de battement pour le lancer en France. Donc, j'étais revenu de là-bas avec énormément de soft qui servaient à rien. On avait traduit les manuels en français, on avait des mini-manuels. Et comme il y avait tellement de soft, la presse française avait dit c'est fantastique, c'est une machine qui a énormément de soft. Je peux vous le dire maintenant, la plupart n'ont servi à rien. Michel Delon, qui à l'époque s'occupait de distribution, a dit mais Bruno Rive, il vient de nous faire dépenser 1 million de francs pour des trucs qu'on va scraper. Mais le bien était fait parce que les journalistes écrivaient que c'était une machine qui avait pas mal de logiciels. Donc moi j'étais là-bas à ce titre, mais on passait beaucoup de temps là-bas en fait. Oui. Je voudrais que nos amis puissent vous parler aussi, parce que je monopolise un peu. Bien sûr, parce que j'ai essayé de rattraper le temps perdu, mais voilà. Élie, François, et puis je pense que Audrey est là, elle aussi. Oui, tu es là, Audrey. On t'entend pas, mais tu es là. Micro activé. Et ben voilà, tu es là. Alors, engage. Audrey, tu vas avoir droit à ta question toi aussi. Je vous propose de faire un petit tour de table. Peut-être en commençant avec toi, Élie. Vous connaissez bien hein, Michel et Bruno et Élie. À toi, Élie, qu'est-ce que tu veux demander à Bruno? Moi, je suis surtout très content de le revoir, et ce qu'il vient de raconter, comme j'avais dit hors antenne, ça me rappelle un tout petit peu ce qu'on a vécu, Bruno et moi, l'été 83, quand il préparait le lancement en France. Nous, on était déjà en contact parce qu'on faisait beaucoup de développement sur Apple II et Apple III. On devait être une des rares sociétés en France à faire du développement pour Apple III. Et Lisa, puisque on avait adhéré au concept Lisa et il n'y en avait pas beaucoup en France. Et du coup, on avait fait des cours de langage objet qui s'appelait le Clascal aux Ulysses avec 2 personnes de l'équipe de Bruno, dont il se rappelle certainement, donc Christophe Droulers et Alain Andrieux, qui est toujours dans l'univers Apple. Et donc, l'été 83, je me rappelle, Bruno m'avait appelé en disant viens aux Ulysses, on y allait très souvent. Et il m'avait sorti un Mac de sa sacoche kaki, et il m'avait dit voilà, ça c'est l'après Lisa, et si tu veux, tu peux repartir à Nice avec un de ces exemplaires. Et je l'avais ramené le jour même à Nice, et on avait développé des logiciels, et lors du lancement en France, qui s'était fait à Nice d'ailleurs, c'est peut-être une coïncidence dont je pense pas, mais c'était fait à Nice au Méridien. Il y avait plusieurs logiciels qu'on avait écrits à l'époque, c'était du Basic Microsoft, et qui tournait sur ce Mac. Et donc, d'où notre relation. À l'époque, on se voyait tout le temps, quoi. Oui, bien sûr. C'était magique. Tu te souviens, Bruno? Ça te rappelle des souvenirs? Oui, un très bon souvenir, à la fois un souvenir amusant, parce que on avait un directeur du marketing qui s'intéressait pas aux produits. Donc chaque fois que j'avais ma performance review, je lui disais quand tu t'intéresseras aux produits, on continuera à parler. Et je me souviens qu'à Nice, il avait embauché une boîte de design qui avait, j'arrive, je dis où est le Macintosh, parce que moi quand je annonçais des produits, il me fallait la machine, ça n'avait pas de sens. Mais ils avaient fait un coffrage avec des ailes d'ange. Il n'y avait pas la machine, alors je suis allé voir Jean-Luc Gasset, je lui ai dit, écoute, ou vous me démontez tout ça et je fais ma présentation, ou bien je repars à Paris tout de suite. Donc ils ont démonté, il y avait même un escalier style Folies Bergères, tout ça a été démonté en 1 heure pour qu'on pose le Macintosh et qu'on le montre. Oui, je me souviens de ça. Jean-Luc Gasset qui était le patron d'Apple France à l'époque. Exactement. François, est-ce que tu as une question pour Bruno? Ah, on ne t'entend pas. Micro. On ne t'entend pas. Un gage. Deuxième gage. Moi, je dois avoir un gros gage, alors. Oui. Chacun aura le sien.
Mais moi, je refacture à Bill Gates parce que je suis sous Windows. Ah bon, c'est une on va amie mettre qui m'a des prêté zéros, sa alors, c'est machine. Vas-y, François. Régulièrement, on a des mails, hein, on a gagné des millions grâce à la fondation Bill Gates. Donc, l'aventure à Apple s'est terminée comment, en fait, pour vous? Comment elle s'est terminée, c'est difficile à dire. D'abord, chaque fois que Jobs partait, la communauté, une partie de la communauté Apple allait chez Sony, parce que Sony a sauvé, d'ailleurs, je vous dis pas comment, parce que c'est la prochaine question de mon concours, Sony a sauvé le Macintosh à 4 reprises. Donc, quand Jobs n'était plus là, le sourcing de Sony marchait plus. Donc, si on voulait les technologies Sony, on allait chez Sony. Donc, il y avait eu l'épisode de l'absence de Jobs. Quand il est revenu, on s'est remis sur Apple. Et puis, quand il est reparti, on est reparti aussi. Alors, moi, j'ai monté deux Apple Center qui étaient assez originaux parce que quand je suis arrivé sur le marché des Apple Center, on était obligé d'ouvrir une boutique si on voulait distribuer Apple. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était les grands comptes. Donc, j'étais le premier Apple Center à être en bureau et pas en boutique. Oui. Ça a pas mal marché, mais on s'est pris quand même une grosse claque. C'est qu'Apple, à un moment donné, sans nous le dire, ils ont commencé à envisager d'ouvrir des Apple Center, donc les Apple Store. Et ils nous ont fait un bien fou, entre guillemets, en supprimant une assurance qu'ils avaient de défaut de paiement des Apple Center. C'est-à-dire que si un Apple Center était en dépôt de paiement, Apple couvrait le problème. Et à partir du moment où ils ont retiré cette garantie-là, nos encours fournisseurs ont fondu comme neige au soleil et ça s'est fini comme ça. Mais c'était une belle aventure, Bruno, oui. À propos des relations avec Sony, tu dis que Sony a sauvé le Mac plusieurs fois, mais j'ai un souvenir d'une des dernières Apple Expo. C'était juste après le lancement de l'iPod. Steve Jobs à Paris, qui fait un petit tour de l'Apple Expo et qui voit qu'il y a un stand Sony avec des baladeurs MP3 Sony. Oui. Je crois que ça a donné une des plus grosses colères de Steve Jobs à Paris. Oui, mais c'est la raison fondamentale de ça, c'est que jusqu'à une période, Sony laissait ses caméras à Apple, les caméras de l'année Apple. Et puis à un moment donné, Jobs devait vouloir prendre les distances, donc il ne donnait que les caméras de l'année précédente. Alors à l'époque, encore c'était supportable, ça ne l'est plus du tout. Vous allez voir la prochaine machine Xperia à 4 caméras, donc des focales différentes. Plus personne n'a sourcing sauf Huawei et Honor. Et Apple manque quand même maintenant de 3 ou 4 caméras. Donc Jobs s'était sans doute énervé parce qu'à l'époque, Sony ne voulait plus faire le sourcing. Mais pour vous donner un indice, Sony a commencé à sauver le Macintosh en ayant un lecteur 3 pouces et demi. À l'époque, Jobs voulait mettre sa technologie de vitesse variable de 5 pouces 1 quart qui aurait foutu le Mac en l'air comme ça a foutu le Next en l'air. Donc, je vous donne qu'une des réponses, mais il y en a 3 autres. Hein. Oui. Bon, il faut qu'on se revoie alors, parce que comme le dit très bien Derdermotus sur Twitter, vous êtes très nombreux, hein, évidemment. Je crois qu'il va falloir faire venir Bruno Rive dans iWeek plusieurs fois. Volontiers. J'aurais du mal à parler d'Apple parce que je dois le dire franchement, parce que je suis transparent. La machine que j'utilise le plus chez Apple, c'est un iPad mini, qui est une machine idéale, notamment pour les autistes non-verbaux. Pardon ? Je suis d'accord, moi j'ai la même avis. Voilà, à part ça, on a quand même shifté du MacBook Air à des machines révolutionnaires qui cumulent le mobile et le laptop, donc on peut plus s'en passer d'avoir Instagram en écran de laptop, donc c'est plus possible. Et sur des téléphones, malheureusement, il y a quand même maintenant des progrès justement de multicaméra et de soft. On a un peu de mal, mais enfin bon, disons que l'interface reste très intéressante. Alors, Audrey, parce que tu étais parti, on t'a perdu, tu es revenu, etc. Tu as toi aussi accès direct à Bruno. Oh, c'est vraiment un grand honneur. Alors, Audrey. Pour des raisons techniques, je ne vous vois pas, mais je vous entends, donc c'est très bien si vous m'entendez aussi. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans le livre que j'ai parcouru très rapidement, c'est qu'en fait, Steve Jobs était, je pense, multipotentiel, avait plusieurs intelligences, et je pense que la plus intéressante partie de son intelligence, c'est qu'il a su s'entourer de gens exceptionnels, en fait, et qu'il a pu arriver où il est arrivé aussi grâce à l'ouverture qu'il avait auprès des autres, quoi. Et je trouve ça bien que ce soit dit dans
dans votre livre, parce que souvent on le montre comme un tyran, et en fait là, je trouve ça vraiment bien. Pas du tout, c'est-à-dire. Pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai montré sa notion de l'intelligence collective, pour faire le Macintosh. Il avait une grande humilité quand il discutait avec Bill Atkinson ou avec Steve Capps. C'était vraiment... l'idée, c'est qu'il mettait une équipe... Alors évidemment, c'est lui qui avait la vision, mais il mettait une équipe où il y avait autant de talent chez Bill Atkinson que chez lui, et tout ça se frottait pendant X mois, et il était vraiment très humble. Ce qu'il ne supportait pas, mais on la supporte difficilement, on dit que c'est pire que la bêtise, c'est l'ignorance, c'est-à-dire des gens qui lui tenaient tête sans finalement avoir de connaissances, et ça l'horripilait, mais finalement ça horripile quand même tout le monde. Alors lui, effectivement... c'est pour ça, je pense que en fait, l'image que la plupart le grand public garde de lui n'est pas forcément la bonne, quoi. C'est pas du tout la bonne. Non, il était vraiment très très sympathique, vraiment pour s'asseoir avec nous, pour vraiment... En plus, il était très loyal, très fidèle. On raconte... Moi j'ai interviewé les gens qu'il a virés, par exemple, parce que je voulais comprendre aussi. Il a viré des gens parce que, par exemple, il y a un directeur allemand qui faisait des pieds et des mains pour quitter une réunion pour aller fumer une clope, si vous voulez. Et ça le mettait complètement hors de lui, quoi. Bruno, on est presque à la fin de l'émission. Il nous reste 2-3 minutes. Alors, je sais que Fred a une question pour toi, mais juste, est-ce que tu as gardé des contacts avec lui jusqu'à la fin, ou est-ce qu'au fil du temps, vous avez... Non, non, je dirais non. C'est-à-dire que tant que j'allais à Cupertino, donc je le croisais. Alors d'abord, c'est quelqu'un qui reste vraiment... on est un peu orphelin, si vous voulez. Donc, donc on reste quand même là-dedans. J'ai gardé des contacts avec des gens de son équipe. Mais avec lui directement, non. Alors il m'a quand même aidé parce que un peu en avance, j'ai voulu faire ton métier. Donc en 2001, j'ai créé une chaîne de télévision qui s'appelait Call-151.tv, référence à l'Apple II. Et pour la lancer, j'avais besoin de pouvoir l'interviewer. Alors j'ai suivi sa méthode, je suis allé à Cupertino avec des posters où je lui ai dit vous nous avez aidé à lancer Right Now en France, enfin tu nous as aidé, il faut que tu nous aides à lancer notre chaîne de télé. Et puis, j'ai donné ça dans son assistante, qui, quand elle a passé la tête, je l'ai su après en disant à Steve Jobs, il y a un type qui veut lancer un Call-151.tv, Call-151, Jobs et Bill Gates, ils ont dû le taper des millions de fois, c'était pour passer à l'assembleur. Donc à ce moment-là, il a donné son blanc-seing, on a pu avoir une interview, elle l'a diffusée sur... voilà, donc il doit y avoir une ou deux anecdotes comme ça où il est intervenu pour... quand j'ai lancé Right Now en France, par exemple, il a signé un poster en disant « Go for it Bruno », par exemple. Voilà Steve Jobs, capable de signer pour un type qui est quand même à 10 000 km, qui voit très très peu de temps, de mettre « Go for it Bruno ». Moi, j'ai pensé l'autre jour, le seul mot que j'ai eu d'un encouragement écrit « Vas-y Bruno », c'est Steve Jobs quand même dans ma vie. Il y en a d'autres qui m'ont encouragé verbalement, mais eux qui sont engagés par écrit, il n'y en a qu'un en fait. Bruno, en une phrase, est-ce que tu as connu Steve Wozniak? Question de Brassy31 sur Twitter. Alors, je l'ai croisé. Je pense que maintenant, je ne sais pas, on fait parler les morts, mais il revient en disant, mais finalement... Non, mais l'Apple II, on l'a fait ensemble et tout ça. L'Apple II n'aurait jamais eu ce design avec Steve Wozniak, c'est impossible. Donc Steve Wozniak est quelqu'un de très bonne technique, mais l'alchimie, marque, design et technologie, elle n'est pas faite par Wozniak. Enfin bon, je pense que vous partagez peut-être un peu ça, mais non. Oui. Bon, oui. Voilà, et je laisse à Fred la dernière question, sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ça va être très simple. Toi. Moi, j'avais envie de demander à Bruno, Apple nous a tellement apporté, comment vous voyez aujourd'hui Apple et se dessiner, et est-ce que Apple peut encore apporter tout ce que Apple nous a apporté? Je sais pas répondre à ça parce que quand Jobs est parti la première fois, on est tous partis. Quand il est parti la deuxième fois, et malheureusement il ne reviendra pas, on est à peu près tous partis. Je vois pas. Je pense que c'est une très mauvaise idée de laisser une boîte comme ça aux mains du design, parce que le design fait des produits qui deviennent très très compliqués. Il faudrait qu'il trouve un autre Jobs, quoi.
Bruno, On est Merci, exactement d'accord. ouais, Tout à fait, moi je suis sur la même. Bruno, je vais te remercier infiniment d'avoir participé à Ewick. Désolé, on a perdu un peu de temps au début parce que. Mais c'est de la faute de Windows. Voilà, la Voilà. faute de Windows. Voilà. Bon, c'est comme ça. On a quand même réussi à faire ta connaissance. Donc, moi, je ne te connaissais pas de visu, donc je suis très heureux. Je pense qu'on va se revoir dans quelques jours. Je ne peux pas vous en dire plus. Restez à l'écoute, mais on prépare quelque chose avec toi et ça va être formidable. Ben, ça va être formidable. Donc voilà. Il faut qu'Elie vienne à Paris. Il ne sait pas encore pourquoi, mais il faut qu'il passe. Voilà, je pense qu'Elie va venir à Paris. Voilà. Restez à l'écoute sur les réseaux, on va vous tenir au courant. Ce sera entre le 5 et le 10 juillet à l'antenne de Watch. Donc ne manquez pas ça. Je voudrais remercier tous mes copains. Fred d'abord, toi qui es venu. Merci pour cette très belle Très soirée. corporate, super, merci. Toujours. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui êtes en duplex. Toi, Elie, évidemment. Mon vieux complice, entre guillemets, si tu me permets. Je salue aussi François. Salut François. Salut, à plus tard. C'était super que tu sois là. Merci beaucoup Audrey d'avoir été là, même si on n'a pas eu beaucoup de temps merci à toi. avec toi, mais c'était super que tu sois là. Et puis merci beaucoup Bruno d'avoir participé. Mais non, mais merci beaucoup à vous. Alors je le montre quand même, hein, c'est pas l'Arlésienne. Il existe vraiment. Hein. Voilà. Oui, il existe. Il est très très beau. Et donc, en fait, j'ai pas hâte de le finir parce que c'est un peu le livre de ma vie et c'est difficile de terminer ce rêve. Il y en aura d'autres, mais c'est un peu dur. Juste, si on veut se le procurer, comment on fait ? On peut aller dans une boutique qui s'appelle Néo-Dolor, comme nouveau consommateur, évidemment, et sur lequel il y a toutes les éditions, y compris les éditions pour les différents et les familles qui n'ont pas beaucoup de revenus, sur lesquelles on a fait ce qu'il faut pour qu'elles puissent l'avoir. Bon, vraiment, je vous conseille de tout mon cœur de vous intéresser à ce livre. C'est très gentil. Vous ouvrir de nouveaux horizons. Et si on mettra le lien directement. On mettra le lien sur Twitter. Voilà, Jobs n'est très gentil. Des chapitres. Je ne vais pas dire que c'est une encyclopédie en 300 pages, mais c'est le personnage le plus intéressant, le plus important du livre, c'est Arnaud, qui est un autiste non-verbal et qui est un génie. Voilà. En fait, c'est un livre sur les génies, des génies différents. Voilà. On est très humble face à ce que moi j'ai découvert dans ton bouquin, Bruno. Voilà. On est très, très, très humble et souvent très bête aussi face à la différence qui peut faire peur, mais dont il ne faut pas avoir peur du tout. Voilà. Donc merci beaucoup, c'était une très belle manière de terminer la saison dans ce studio, ici dans le 12e. Je voudrais dédier cette émission, je ne le fais jamais, à une petite fille qui s'appelle Sacha et qui va, j'en suis sûr, changer le monde, elle aussi, à sa façon. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous d'iWeek. J'ai dit que c'était la dernière, enfin dans ce studio, vous avez compris. Donc on dit au revoir à ce studio qui nous a permis de passer tous ces moments avec vous depuis 3 ans. iWeek n'est pas complètement au bout de la saison pour autant, puisqu'on vous prépare une spéciale qu'on va enregistrer dans quelques jours. Restez sur les réseaux, on va vous tenir au courant. Ce sera une sorte de super best-of avec toute la bande et avec ceux qui ont aussi fait l'histoire de cette émission depuis 6 ans. Et puis donc cet événement avec Bruno, qu'on vous prépare et que vous pourrez suivre entre le 5 et le 10 juillet. Merci beaucoup les amis, merci d'avoir été là, merci Elie, merci François, merci Audrey et merci beaucoup Bruno de ta présence. Je t'en prie, merci à toi, je suis ravi de faire cette télé, ravi. Et ben voilà, on était très contents, merci de votre fidélité à iWeek et à Watch, les programmes continuent, on était en direct. Et à 22h, vous avez rendez-vous avec une autre dernière, celle de CinéWatch, avec Alan et avec les 2 anciens présentateurs de l'émission, Jérémy et Nico, pour parler de tous les films de l'été et de la rentrée. C'est sur Watch et nulle part ailleurs. Passez une très très bonne soirée. Je vais essayer de lancer le générique. Je suis un petit peu perturbé, mais c'est normal. Si j'y arrive pas, on fera autrement. On fera peut-être une danse. On peut faire une danse ? Allez, on peut faire une danse ? Allez, pour essayer de lancer le générique, il ne part pas. Bon, c'est pas grave, ce soir, il n'y a pas de générique. Je vous dis au revoir comme ça et on se retrouve très vite sur l'antenne de Watch pour la suite de nos aventures. À très très bientôt.
À bientôt à tous. Salut Ellie. À bientôt Ellie. Ciao. Ciao. Bye. Merci. J'arrive pas à lancer le générique.